Merci Aude. Tout d'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir et l'honneur que j'ai d'être avec vous et d'être votre invité. Et je le dois tout d'abord, je pense, à Madame la directrice Christine Gérier-Diebold qui a suggéré aux organisateurs de m'inviter aujourd'hui. J'en suis vraiment très heureux. Je voudrais dire aussi que je remercie particulièrement Jean-Paul Segade, Christophe Gau, Christina Astier, et les autres qui ont, lors d'une réunion à Robert Debré, préparé un peu la réunion d'aujourd'hui, Monsieur Yann Lebras, Magali Kerder, de m'avoir invité. Je remercie aussi Aude Kampf, qui vient d'introduire la session et qui a eu beaucoup d'efforts à faire pour joindre Monsieur Vdida et moi-même pour la préparer, mais enfin, elle y est parvenue tout à fait remarquablement. Enfin, je dirais que je retrouve aussi parmi vous, soit directement, je pense en particulier à Louis Omnes, qui a accompagné beaucoup mon aventure de création de la neuropédiatrie et des neurosciences à Robert Debré, dans les fonctions qu'il a eues à l'assistance publique. Et un très grand plaisir de le retrouver et de retrouver beaucoup d'autres aussi parmi vous, je dirais un peu par intermédiaire, parce que vous dirigez des hôpitaux dans lesquels j'ai des collègues ou des anciens ou des amis. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, je vais essayer la tâche vraiment difficile dans le temps qui m'est imparti. Mais croyez bien que une fois que j'arrive à 30 minutes, je demanderai à Christine de faire des signes au désespéré. Et à 45 minutes, je vous propose de commencer à me huer. Alors, c'est un sujet très vaste parce que, bien sûr, la transmission, c'est le système nerveux. Voilà un cerveau humain adulte. Dans ce cerveau humain adulte, nous avons de l'ordre de 1200 billions de synapses. Et ces synapses, ce n'est que de la transmission. Nous avons dans le cerveau humain de l'ordre de 100 milliards de neurones. Je les ai jamais comptés, donc il y a toujours, c'est un chiffre que nous donnons tous basé sur beaucoup de choses, mais jamais personne ne les a comptés. Avec de l'ordre de 1200 billions de synapses, comme j'ai déjà dit, et de l'ordre, et environ 30 000 gènes dans notre génome ont quelque chose à voir, plus ou moins directement, avec le développement du système nerveux ou son fonctionnement ou sa maintenance. Alors, ce qui nous avait, lors de la réunion dont je vous ai parlé pour préparer ce symposium sous la présidence de Christophe Gau, ce qui nous avait retenu l'attention, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait, dans cette demi-journée, réfléchir à la transmission depuis la mouche drosophile, parce que les gènes de notre cerveau, parmi les plus importants, ils sont déjà chez la mouche drosophile. Donc vous ne devez, aucun d'entre vous ne doit douter de l'évolution. Jusque les réseaux que nos brillants informaticiens et spécialistes d'Internet nous développent, finalement, c'est probablement un continuum. Et dans ce continuum, il y a toute une série de questions pratiques, celles que nous avons à résoudre dans nos hôpitaux. Je vous assure que c'est au cœur de la problématique, comme vous allez voir. Et en même temps, il y a des questions très philosophiques. Par exemple, j'ai deux amis intimes d'ailleurs, Jean-Pierre Changeux et Mel Konner aux États-Unis. Je les ai tous les deux connus en différentes circonstances. Dans son bouquin L'homme neuronal, d'ailleurs, Jean-Pierre Changeux reprenait un modèle cérébral que j'avais développé à l'époque. Et puis vous avez Mel Konner, très proche de la Torah, qui était anthropologue à Harvard, c'est là que je l'ai connu à l'époque, et puis qui a refait des séminaires ensemble pendant très longtemps. Et puis finalement, il a étudié la médecine, et il a publié un livre qui s'intitule « Les contraintes biologiques sur l'esprit humain ». Voilà le même corps de données neurobiologiques, parfaitement identiques. Les deux livres ont été publiés la même année. Ils ne se connaissaient pas, c'est moi qui les ai fait entrer en contact l'un avec l'autre. Et ils en arrivent à des synthèses globaux totalement différents. Donc ça, je crois que c'est un des défis intéressants. En second lieu, Freud, évidemment, fondateur d'une pensée que vous connaissez, a écrit quelque chose que beaucoup de ses élèves ne connaissent pas d'ailleurs. Nous devons nous souvenir qu'une substructure organique expliquera probablement un jour toutes nos idées provisoires en psychologie. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle « Le narcissisme ».
que j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver ces passages-là, mais croyez-moi, je les ai lus en anglais, mais je les ai lus en allemand aussi. Et je pense que ma traduction, mon adaptation est fidèle. Enfin, actuellement, beaucoup d'entre nous considérons qu'il y a une nouvelle dimension à l'évolution des espèces, l'évolution humaine et l'évolution des espèces, qui est ce que Teilhard de Chardin avait créé sous le concept de noosphère, et que pour ceux qui ne sont pas des soutiens de la pensée de Teilhard de Chardin, et qui est parfaitement compatible avec le monde le plus anticlérical, on appelle aussi maintenant souvent l'infosphère. Donc, il y a là des contraintes biologiques et matérielles qui vont de la cognition humaine jusqu'à l'infosphère. Et sur ce point-là, j'ai d'ailleurs la tentation toujours de penser que l'infosphère, c'est un peu l'infiniment grand de ce qui se passe au niveau des neurones. De même qu'il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand en physique, je suis extrêmement frappé des analogies considérables qu'il y a entre les mécanismes, certains mécanismes de développement de réseaux de communication et les réseaux de neurones. Donc ça, c'était le programme qu'on se donnait aujourd'hui. Je voudrais vous dire aussi juste un mot d'une chose qui, moi, me frappe toujours beaucoup. Chez la souris, les gènes pour le système nerveux, c'est 33 000. Chez le singe et chez l'homme, c'est 35 000. Encore une fois, l'apprenant. Donc la différence n'est pas grande. Ce qui m'a toujours conduit à penser que, comme mon patron Christian de Duve me l'avait jadis, l'a beaucoup écrit, l'univers était gros de la vie. Gros dans le sens, la grossesse. L'univers était gros de la vie. Contrairement, et là il se mettait totalement en opposition avec la pensée de Monod, en disant que l'arrivée de la vie est un pur hasard infiniment peu probable. Mais je m'empresse de vous dire que ceci n'est nullement, puisque je ne fais pas du tout, bien sûr, dans cet exposé, une prise de position ni théiste ni antithéiste. C'est de dire qu'il est beaucoup plus improbable d'imaginer que la vie est arrivée sans qu'il y ait eu de programmation de départ que l'inverse. Puisque nous retrouvons déjà chez la souris 33 000 gènes, vous vous rendez compte, pour le système nerveux, alors que nous n'avons que 35 000. Donc je dirais aussi que le développement de part par exemple des mammifères primitifs, mais peut-être avant, le développement du cerveau humain, chez les mammifères primitifs, nos ancêtres étaient déjà gros de notre cerveau. Ils étaient déjà dans un état de grossesse de notre cerveau. Mais encore une fois, ceci n'a rien du tout de philosophique. Je vous décris simplement des faits. Nous y reviendrons. Donc, un peu l'ambition qui avait été celle de ce matin, mais je me rends compte qu'il faudrait plutôt se réunir une semaine entière et de parler rien que de ça, c'est que les contraintes neurobiologiques de l'esprit humain, encore une fois de ma part, c'est pas une prise de position philosophique, parce que ces contraintes biologiques, vous pouvez très bien le mot esprit là, ça dépend ce qu'on met dedans, mais vous pouvez très bien dire que ce sont des contraintes, même dans une explication totalement matérialiste et réductionniste de l'évolution, ou vous pouvez dire qu'au contraire, dans un esprit spiritualiste, ça va bien aussi. C'est pas là que vous trouverez la réponse. C'est pas dans ce qu'on vous dira aujourd'hui, ce que moi je veux dire aujourd'hui, ni à mon avis qu'on trouvera la réponse aux questions fondamentales métaphysiques. Ici, nous décrivons en scientifique, c'est tout. Il y a deux utilisations possibles. Second point essentiel, si nous allons de la mouche drosophile à l'infosphère, les relations entre génétique et épigénétique, très à la mode, très connues heureusement à la mode à cause des progrès de la génétique récents. Et enfin, le cerveau, j'ai déjà dit, peut-être modèle de l'infosphère auquel travaille le professeur Dida et ses collègues. Alors, pour aborder ça, je commencerai par un exposé extrêmement concret sur des choses que malheureusement nous voyons tout le temps, tous les jours dans nos hôpitaux, et que j'appellerais, c'est un peu pascalien comme expression, mais grandeur et misère de la transmission, la neurologie périnatale, de façon à nous fixer après les idées sur les mécanismes. Les risques de la naissance, quand je dis de la naissance, c'est de la moitié de la grossesse, de 20 semaines de grossesse à 1 mois après la naissance, sont absolument immenses. Et ça aboutit dans un nombre de cas
considérable à l'ensemble appelé paralysie cérébrale, infirmité motrice cérébrale, etc. Là, j'ai pas bien adapté au projecteur, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, paralysie cérébrale, infirmité motrice cérébrale, c'est notre cauchemar. C'est le cauchemar de tout médecin qui s'occupe de ces problèmes et de tout directeur d'hôpital qui a dans son hôpital de la pédiatrie ou de l'obstétrique ou les deux. Cauchemar. Tout le lot de retard mental, paralysie, épilepsie, troubles du comportement qui en résultent, etc. Ce qu'on appelle ou paralysie cérébrale ou infirmité motrice cérébrale d'origine périnatale. Alors là, je dis nous, aussi bien vous, directeurs d'hôpitaux, que nous, médecins, nous avons été lamentables pendant longtemps, puisque nous sommes remontés actuellement en France à un taux de handicap neurologique d'origine périnatale qui était celui de 1954, après un minimum historique autour des années 70. Et ça a été retrouvé dans toutes les études qui ont été faites. Oui. Alors ici, vous allez me dire, oui, mais ça va un peu mieux ces dernières années. Vous voyez que la prévalence pour 1000 naissances vivantes diminue un peu. Ne vous faites aucune illusion. Ça va probablement pas beaucoup mieux. Parce que pour voir tous les handicaps qui résultent de la naissance, il faut au moins faire du follow-up, du suivi jusqu'à l'âge de 15 ans. Or là, on n'a pas encore les 15 ans de recul. Donc ça va remonter au fur et à mesure qu'on fera le follow-up. Nous avons bien un peu gagné ces dernières années, mais pas tant que ça. Donc nous produisons un nombre de handicaps neurologiques par notre médecine. Est-ce que c'est de la médecine futile parfois? Est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique parfois? Est-ce que, par exemple, notamment la réanimation de petits poids de naissance, qui est, comme vous savez, extrêmement dangereux, puisque, en gros, si vous prenez un enfant de moins de 1 kilo, vous avez au maximum 50% de probabilité qu'arrivé à l'adolescence, il soit au niveau moyen de son groupe d'âge. Et ça, c'est particulièrement dans de grandes études. Ne vous fiez pas du tout, ne croyez pas un mot des études qui vous sont données prospectives au sein d'un hôpital. On vous dit, nous avons une néonatologie géniale. Nous sommes mieux que les autres. C'est fantastique. Ça veut rien dire, ça. D'abord, les gens ne peuvent jamais être jugés partis. Des études produites par des chirurgiens sur les résultats de la chirurgie, par des néonatologues sur les résultats de la néonatologie, sont toujours suspects. Il a fallu, n'oubliez pas, plus de 20 ans pour qu'on se rende compte que la réanimation de la grande prématurité était un risque majeur. Sinon, je connais encore l'époque, au début des années 80, où nous étions, quand on faisait remarquer ça, considérés comme politiquement incorrects. Et on vous priait de vous taire pour ne pas empêcher les investissements en réanimation néonatale lourde. Donc, c'est extrêmement important, cette affaire. Là, il y a une étude qui a été faite dans un État du Midwest américain où ils ont repris 267 000 enfants. Donc, c'est pas dans une maternité ou dans une autre. Pour voir le devenir à long terme en fonction du poids de naissance, et vous voyez combien vous avez des augmentations de 30 fois le risque pour le handicap mental grave ou pour le handicap moteur grave. Les mécanismes, et ça, je vais vous dire un instant, un mot de cela, parce que ça, c'est aussi au centre de beaucoup de choses qui ont trait à la transmission. Les mécanismes, ça, d'autres équipes et mon équipe avons depuis plus de 30 ans beaucoup travaillé sur ces sujets-là, mais nous ne sommes sûrement pas les seuls, mais on connaît maintenant bien ce qui se passe. Si vous avez un manque d'oxygène, si vous avez une infection, entre 21 semaines de grossesse et plusieurs semaines après le terme, vous aurez des lésions cérébrales qui sont différentes. Là, on aura chez le fœtus de 20 à 24 semaines des microgéries. Chez le prématuré, de 24 à 32 semaines, la leucomalacie périventriculaire, dont certainement la plupart d'entre vous, si vous avez des services de pédiatrie dans vos hôpitaux, vous en entendez parler régulièrement. Et puis, chez l'enfant à terme, ce sera surtout au niveau du cortex cérébral. Tout ceci pour vous dire, je ne vais pas entrer dans le détail, pour vous dire qu'on a maintenant, autant, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ces problèmes-là, nous étions devant un mystère complet. On a, au fur et à mesure, d'année en année, maintenant, en gros, on comprend le schéma. C'est finalement assez simple. Comme souvent, lorsque quelque chose est découvert, tout devient simple. Et en second lieu, on en connaît le déterminisme.
Et les mécanismes, mais ce sont des mécanismes que je vous explique brièvement, mais je vous l'explique quand même parce que dans la transmission en général, nous y reviendrons après, ils sont essentiels. Il y a ce qu'on appelle la cible NMDA, et puis il y a la mémoire du développement et les circuits neuronaux. Voilà les deux groupes de mécanismes que je vais vous détailler. Alors, le site NMDA, oubliez le terme de jargon, je vais vous le définir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci, c'est que si vous avez un neurone, que voilà, je voudrais revenir en arrière, ah ben voilà. Vous avez un neurone que voilà, qui manque d'oxygène, par exemple. Ce neurone va décharger, va entraîner dans la synapse, dans le contact intercellulaire avec le neurone suivant, une libération de substances qu'on appelle excitotoxiques, particulièrement du glutamate, qui va se libérer là. Et cette libération de cette substance va entraîner, pour des motifs que je n'ai pas le temps de vous expliquer, va entraîner un flux de calcium à travers la membrane du neurone suivant, un flux calcique, un flux de calcium. Et ce flux de calcium, c'est un signal chimique qui va dire au neurone suivant qu'il doit se suicider. Je prends volontairement cette image, parce que c'est vraiment ça. C'est pas une destruction par nécrose, par gonflement mécanique. Non, c'est un signal chimique au neurone suivant et au génome du neurone suivant en disant tu dois te suicider. Ça, c'est la mortalité des neurones qui donne tous les ennuis de la vie périnatale que je viens de vous résumer, dont je viens de vous montrer la magnitude du problème. C'est donc la libération de substances excitotoxiques, glutamate, dans la synapse, qui va faire pénétrer du calcium dans le neurone suivant. Et ce calcium sera un signal chimique que le neurone suivant doit se suicider. Voilà le drame. Alors, il y a déjà, oui, en 95, il y a donc une quinzaine d'années, j'avais mis au point un modèle animal de reproduction exactement de ça. Un modèle qui s'appelle, avec l'acide iboténique, extraite de champignons, de la manite tumouche. Je voudrais souligner, vous savez combien Rouen est présent dans le graphe, je m'en suis rendu compte. Rouen est extrêmement présent, heureusement d'ailleurs. Mais vous avez à Rouen un de mes anciens élèves, le professeur Stéphane Marais, que je considère comme un des premiers néonatologues au monde, et je pèse mes mots, et qui a mis ce schéma au point avec moi. Mais c'est un homme extrêmement modeste et humble, donc je ne serais pas étonné que vous ne lui attribuiez pas tous les mérites, enfin les mérites sûrement, mais en tout cas, c'est à mes yeux un des premiers néonatologues au monde, sans hésiter. Mais avec un dévouement pour les malades en plus, qui fait qu'il oublie de faire la promotion de ses recherches. Et il est à l'origine de ce modèle qui a eu beaucoup de succès, qui maintenant est utilisé partout. Il a fait ça quand il était dans mon laboratoire. Et avec ça, nous reproduisons, on peut reproduire sur une souris tout ce qui se passe en fonction du stade du développement. Et on peut reproduire toutes ces lésions que je viens de vous expliquer. Alors, je vous ai promis qu'NMDA, je vous dirai ce que ça veut dire. Ça veut seulement dire N-méthyldeaspartate. C'est le nom du récepteur qui est là, mais c'est un pur mot de jargon. Récepteur sur lequel, quand vous avez libération de glutamate, il y aura un flux de calcium. Juste un mot, c'est que maintenant, comme je vous dis, une fois que les choses deviennent claires, tout devient clair. Par exemple, nous savons que les filles sont beaucoup moins à risque que les garçons des problèmes périnataux. Vous le savez sans doute dans les statistiques de vos hôpitaux. Il n'y a pas de comparaison en chiffres. Aussi pour certains troubles scolaires. Or, un des mécanismes dans ce flux calcique, vous avez le neurone, le glutamate libéré, le flux calcique qui va entraîner la mort neuronale. Il y a là un mécanisme qui s'appelle PARP. Oubliez le jargon, je ne vais pas vous donner qui est un mécanisme qui est très sensible au chromosome X et donc qui est beaucoup plus facilement activé chez le garçon que chez la fille. Le chromosome Y, pardon. Donc maintenant, on commence à connaître le détail de ça. Mais deuxième chose, et celle-là, à mes yeux, c'est une des principales découvertes nouvelles de la neurobiologie de développement des dernières années. La deuxième chose, c'est que, comme toujours dans la nature,
quand on a un mécanisme qui ne fonctionne pas, vous savez que tout mécanisme naturel donne lieu à une maladie ou à une possible maladie, et si on n'a pas de maladie connue, c'est qu'on en est mort avant de le voir. Donc, le mécanisme du NMDA que je viens de vous dire, de la cascade excitotoxique, du signal que le neurone doit se suicider, est aussi un mécanisme indispensable pour établir les circuits neuronaux. Donc, je vous mets là la cascade dangereuse que je viens de vous définir. Donc, elle va entraîner toute cette mort et tous ces drames, tous ces handicaps dans notre société, grande partie des handicaps. Mais, dans une petite mesure, ce flux calcique est aussi nécessaire pour faire de la transcription génique. C'est-à-dire pour que le neurone suivant, au cours de son développement, et même pendant toute la vie, sache comment il doit se comporter sur le plan génétique pour fonctionner normalement. Donc, pour faire des synapses, et donc pour établir des circuits neuronaux qui sont essentiels pour la transmission. Donc ça, c'est un mécanisme. Donc, vous imaginez aussi que si vous avez des troubles chez le prématuré, à cet endroit-là, comme je vous ai dit, qui vont entraîner une mort neuronale, vous aurez aussi beaucoup de choses que vous ne voyez pas, mais qui sont une modification de la transcription génique qui fait que le neurone, après, ne va pas faire les synapses et les circuits qu'il faudrait. Enfin, vous imaginez, je ne résiste pas une seconde à vous dire, après vous avoir exposé ces mécanismes, à vous dire que depuis toujours, naturellement, j'étais beaucoup fasciné par la protection du cerveau en développement contre les lésions éventuelles de la prématurité, etc. Ce qu'on a commencé en jargon à appeler la neuroprotection. Protection du cerveau. C'est du pur jargon, mais enfin bon. Effectivement, avec le modèle que je vous ai dit, le modèle animal, où nous mimons parfaitement dans le mécanisme et sur le plan chimique ce qui se passe chez le grand prématuré, vous voyez ici, si nous injectons l'ibothénate dans le modèle animal pour mimer totalement ce qui se passe chez le prématuré, vous voyez la grande lésion identique à celle qu'il y a chez les pires lésions des prématurés, la leucomélasie périventriculaire. Si nous donnons par contre de la mélatonine, avant ou même encore dans les 4 heures qui suivent, vous voyez que la lésion n'est presque pas existante. Et donc, il y a eu une protection considérable. C'est une découverte qu'on a faite dans mon laboratoire avec le docteur Isabelle Husson, remarquable neuropédiatre de mon équipe, qui était le premier auteur, le docteur Gressens, qui m'a succédé comme directeur de l'unité INSERM une fois que j'ai atteint 65 ans, puisque l'INSERM, c'est 65 ans jour de calendrier, et pour lequel, finalement, maintenant, des travaux de neuroprotection sont en cours, cliniques, d'applications cliniques sont en cours dans notre hôpital et dans d'autres hôpitaux, et donc nous espérons avoir un outil qui permette de réduire le handicap dont je vous ai parlé. Juste un mot, parce que je crois que c'est très important d'avoir des idées stratégiques sur l'évolution de la recherche et sur ses applications cliniques dans nos hôpitaux, et puis parce qu'on parle tout le temps des cellules souches et de thérapie génique, etc. Je pense que nous en sommes à peu près ici. En 2010, on en est, pour la neuroprotection, à utiliser des molécules, ce que j'appelle des molécules douces recyclées, comme la mélatonine. Douce, pourquoi? Parce que aucun laboratoire pharmaceutique ne veut mettre un penny ou un euro ou un dollar dans quelque chose qui touche au nouveau-né ou à la femme enceinte. Ils ont trop peur de la justice et ils ont trop peur de faire faillite à force de... Donc nous ne pouvons rien en espérer. Sauf d'essayer de montrer toutes les liaisons qu'il y a entre certains mécanismes de l'Alzheimer, enfin, ou certains traitements qui pourraient dans l'Alzheimer donner des réparations et les mécanismes du développement cérébral, et à ce moment-là, les réutiliser, les recycler pour des nouveau-nés. Ou bien prendre des molécules douces comme la mélatonine, qui, comme vous savez, est dans les drugstores aux États-Unis depuis 30 ans, à côté des tomates et des carottes, pas seulement à côté des médicaments, mais même est considérée comme un additif alimentaire. Et il y en a d'autres. Parmi les autres molécules douces que nous sommes recyclables, il y a le topiramate.
il y a la thianeptine, la minocycline, thiorphan, qui est un antidiarrhéique banal. Donc il y a d'autres molécules douces, recyclables, qui sont d'excellents candidats et qui sont à l'ordre du jour. Revenons une seconde à Rouen. Les études faites par le professeur Stéphane Marais sur le magnésium ont été particulièrement intéressantes aussi dans ce contexte. Le magnésium, dont on avait montré une propriété neuroprotectrice lorsqu'il était dans mon laboratoire. Alors, après ça, moi j'estime autour de 2015 que certains facteurs de croissance qui assurent de la maintenance de tissu nerveux vont probablement devenir utilisables. Le problème, ils sont déjà très utilisables sur nos modèles animaux, ils marchent magnifiquement. Mais le problème, c'est qu'il y a des difficultés à les faire pénétrer dans le système nerveux, donc il faut les associer à des virus pénétrants, permettant de pénétrer la barrière hémato-encéphalique ou à autre chose. On va y arriver. Mais je m'étonnerais que ce soit avant au moins 5 ans. Et puis après, si nous nous mettons autour de 2020, moi, je pense que les cellules souches vont avoir une place possible. Évidemment, sur l'animal, dans notre laboratoire, nous les utilisons déjà parce qu'il faut préparer 2020 en 2010. Mais ça, c'est beaucoup plus loin. Et donc, on a déjà des travaux en cours sur l'animal, mais je ne crois pas qu'avant plus d'une dizaine d'années, ça arrive. Ça, c'est un petit schéma que j'ai mis là pour la neuroprotection. J'ai un jour fait une conférence et quelqu'un, pendant ma conférence, a fait un croquis que voilà. Vous voyez un œuf cassé, le fœtus là qui sort, le parapluie contre la pollution. C'est ça qu'il a conclu de ma conférence. Je ne sais pas quel dessin. Si vous en faites des beaux après, vous me les donnez aussi. Alors, ça, c'est grandeur et misère de la transmission, la neurologie périnatale. Et espoir aussi, bien sûr. Maintenant, je vais, après avoir pris cet exemple majeur comme exemple de santé publique et de biologie, je vais revoir avec vous, brièvement, quels sont les principes de cette transmission neurale. Utiliser cet appareil très sophistiqué, c'est très bien. Ça teste le quotient intellectuel du conférencier ou ses réflexes. Donc, nous allons revoir. D'abord, quels sont les modes opérationnels de la transmission et de la sélection neurale. D'abord, pourquoi je mets neural? Audière m'a posé la question. Neural, c'est un mot qui existe en français comme en anglais, qui n'est pas souvent utilisé, mais c'est neuronal, mais c'est aussi ce qui peut arriver aux cellules gliales, aux cellules de soutien, dans la mesure où elles peuvent aussi être impliquées dans la transmission. En gros, c'est surtout les neurones dont il s'agit, mais c'est plus correct. Surtout si vous utilisez Madia pour la mettre sur votre site, je préfère avoir mis neural que neuronal pour que des spécialistes ne puissent pas me reprocher de ne pas avoir parlé de la glie. Mais j'ai pas le temps. Alors, quels sont les modes opérationnels? Les modes opérationnels, il y a d'abord les 1200 billions de synapses qui sont des contacts de transmission pour les 2 tiers excitateurs et pour 1 tiers inhibiteur. En gros, c'est ça. Les 2 tiers des synapses dans le système nerveux central du mammifère et de l'homme sont de l'excitation, produire de l'action, éventuellement produire des catastrophes, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, si c'est trop. Et 1 tiers à peu près, ce sont des synapses inhibiteurs, indispensables aussi, et d'ailleurs, entre parenthèses, dont beaucoup d'entre eux sont à l'origine de médicaments antiépileptiques où il y a lieu parfois de diminuer l'excitation. Donc, ce sont les transmissions entre neurones. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la prolifération des neurites, des prolongements de neurones. C'est aussi quelque chose qui va avoir un effet considérable dans la transmission. Par exemple, ici, vous voyez des proliférations de neurones, de prolongements neuronaux qui vont se multiplier. Et ça, c'est une base notamment de la plasticité après des lésions. Mais, c'est pour ça que je vous montre cette image-ci, cette prolifération de neurites, de prolongements neuronaux, qui permettent des connexions et des transmissions, sont loin d'être toujours positives. Dans ce cas-ci, Patricia Goldman-Rakic
a fait une expérience remarquable. Elle a enlevé un fœtus de singe de l'utérus de sa mère. Elle a détruit tout l'hémisphère gauche, sauf un tout petit bout qu'elle a laissé. Elle a réimplanté, la grossesse s'est poursuivie, et puis le jeune singe est né, et quand il a été à l'âge de l'adolescence du singe, l'animal a été sacrifié et on a examiné son cerveau. Vous voyez qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux hémisphères. Or, on avait enlevé les 3/4 du côté gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une prolifération compensatoire, si on veut. Eh bien, tenez-vous bien, mieux vaut pour ce singe enlever cet hémisphère gauche que de le laisser. Parce que cette prolifération de plasticité n'entraîne que des ennuis. Et tous ceux parmi vous qui dans vos hôpitaux avaient de la neurochirurgie savaient probablement qu'on fait actuellement chez l'enfant, des adolescents, plus rarement chez l'adulte, de l'hémisphérectomie dans certains cas. On enlève un hémisphère cérébral et ça fait, dans les cas où c'est bien choisi, ça réduit l'épilepsie ou ça supprime l'épilepsie de l'enfant, mais ça le rend aussi mieux au point de vue moteur du côté opposé et du point de vue intellectuel. Donc une partie de la prolifération des neurites, qui est toujours une plasticité aussi, la plasticité peut être négative. Le point suivant essentiel dans la transmission neurale, c'est l'élagage et la stabilisation des synapses. Et là, je reparle une seconde de mon ami Jean-Pierre Changeux. Jean-Pierre Changeux a démontré très bien qu'il y a 30 minutes. Ah ben c'est parfait, alors je vais m'en tirer au point de vue horaire. Donc il y a au début, il y a une redondance considérable des synapses. Il y a trop de synapses, trop de transmission. Par exemple, chez l'enfant à la naissance. Et ça ne permet pas un bon apprentissage. Et il faut donc sélectionner des synapses et les stabiliser, mais en supprimer beaucoup. C'est ce qu'on a appelé la stabilisation synaptique pour que ça fonctionne bien. Il y a une de mes élèves ici, Anne de Volder, qui avait d'ailleurs avec la tomographie par émission de positron, elle a analysé des cécités précoces et des cécités tardives. Donc cécités acquises précocement ou acquises tardivement suite à un accident, des choses pareilles. Eh bien, vous voyez que dans le cortex visuel, ici en rouge, il y a une activité énorme dans le cortex visuel, dans la cécité précoce, très supérieure à la normale. Pourquoi? Parce que comme l'enfant n'a jamais pu voir, il a gardé trop de connexions dans le cortex visuel qui par ailleurs ne fonctionne pas. Donc il faut élaguer, mais c'est comme ça pour tout, y compris pour les fonctions supérieures. Il faut élaguer pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est essentiel. Alors, une image, mais c'est sans doute une image naïve à l'égard d'un grand spécialiste de ces questions-là. Je dis souvent, en tout cas, quand on enseigne à des étudiants, que c'est un peu comme si vous vous trouvez avec un ordinateur que vous achetez, mais pour lequel vous n'avez pas encore de programme. Vous pouvez tout faire avec cet ordinateur, potentiellement, mais en fait, vous pouvez rien faire du tout. Une fois que vous avez mis vos programmes, vous vous êtes limité à vos programmes. Mais ce qu'il y a dans vos programmes, vous pouvez le faire. La stabilisation synaptique, ce n'est qu'une image, mais c'est un peu ça. Ça, c'est extrêmement sensible à l'environnement et c'est un élément crucial de la transmission. Une autre de mes élèves, le docteur Bonnier, a, chez des animaux d'expérience, en faisant des immobilisations du membre antérieur et postérieur, par exemple, chez l'animal, a pu montrer que dans l'hémisphère opposé, la zone motrice est beaucoup plus grande dans l'hémisphère qui commente un côté que vous avez immobilisé à la naissance. Pourquoi? Parce que cette zone motrice qui était pleine de synapses inutiles est restée pleine de synapses inutiles, mais qui ne servent à rien, puisque l'animal est paralysé de l'autre côté. Donc la stabilisation synaptique, l'élagage synaptique est crucial. Enfin, je reviens
Un instant sur la transcription génique et la mémoire des réseaux. Pas trop pour me redire, mais sur ce point-là, j'ai quand même envie de me redire, parce que ça c'est une grande découverte, toute récente, des toutes dernières années, c'est que le site NMDA que je vous ai montré, que je vous ai expliqué, où il y a une stimulation de l'entrée de calcium, si c'est trop, vous avez toutes les catastrophes, mais il en faut un minimum pour permettre la transcription génique. Donc ça, c'est un élément essentiel de transmission par les réseaux, pour deux raisons. Je vous dis au passage d'ailleurs que, et moi je suis toujours, on est toujours un peu effondré actuellement, on cherche un accessoire, une connexion pour quelque chose, que ce soit dans les magasins de nos hôpitaux ou dans les magasins de vente, tout est toujours, comme on dit, en flux tendu actuellement. Le flux tendu, c'est l'idéal, à mes yeux, vu de l'extérieur, de l'économiste actuel, pas faire de stock, le flux tendu. Le flux tendu, c'est une catastrophe sur le plan du système nerveux. Tout est en double, en triple. Si j'avais le temps, je vous le montrerais sur des illustrations. La monochromie et les flux tendus, c'est tout ce qu'il y a de pire pour la transmission. Aussi sans doute dans l'espèce humaine, mais là on se console, on attend 2-3 jours pour avoir son produit. Mais le système nerveux, non. Donc il faut nécessairement toute une série de systèmes de backup et une série de systèmes de contournement. Alors, je vous redis ça une seconde. Le glutamate libéré à la synapse, au site NMDA, ça va donner les catastrophes dont je vous ai parlé, mais ça va permettre aussi la transcription génique qui va permettre le maintien des synapses, comme je viens de vous expliquer, dans l'élagage synaptique. Et ces synapses vont se constituer en circuits neuronaux essentiels pour la transmission et qui sont donc la base essentielle de ce que j'appellerais la mémoire du développement, de la mémoire à beaucoup d'égards, puisque vous aurez des circuits qui vont s'établir et qui vont rester. Donc ça, c'est un élément essentiel de transmission. Enfin, je voudrais vous dire quelque chose là de non classique, absolument non classique, qui est pour moi plus une hypothèse, un rêve aussi. C'est que combien de fois n'avons-nous pas eu en science d'incroyables surprises, ne fût-ce que les radiations électromagnétiques, déjà, qui aurait pensé à une certaine époque qu'on pouvait d'un côté à l'autre du monde ou de l'univers s'envoyer des signaux. Bon. Et ainsi de suite. Donc, nous n'arrêtons pas d'avoir des surprises. Alors, il y a une phrase que un penseur que j'aime beaucoup, mais qui est contesté parfois, mais qui est quand même très originale, qui est George Steiner, a écrit un livre où il parle beaucoup des images structurées et des constructions symboliques. Et voici ce qu'il dit. Ce qui nous gouverne pourquoi? Par nos sentiments notamment, qui sont l'essentiel. Vous savez, vous prenez des décisions tous les jours dans vos hôpitaux. Les directeurs d'hôpitaux sont des décideurs tout le temps. L'aspect technique de la majorité de vos décisions, vous êtes quand même bien conscient que la moitié, c'est de l'esthétique humaine et de la sensibilité humaine, et l'autre moitié sont des principes logiques d'économie ou de nécessité, etc. Qui voudrait faire de l'espèce humaine l'application uniquement des raisons économiques, etc. Il y a toujours de l'affect, il y a toujours de la sensibilité, il y a toujours le chef de service doué qui vend des frigos aux Esquimaux, comme je me suis parfois dire, et qui vous fait passer n'importe quoi comme directeur. Sauf si vous avez des systèmes, des conseillers à droit et que vous recoupez. Mais sinon, c'est évident. Donc, ce qui nous gouverne n'est pas le passé dans le sens littéral, mais plutôt les images du passé. Images hautement structurées et constructions symboliques qui restent gravées dans notre sensibilité presque de la même manière que l'information génétique. Alors, presque de la même manière, ce n'est qu'analogique. Mais c'est très difficile. En tout cas, au niveau ontogénique, au niveau de l'histoire d'un être humain par exemple, niveau phylogénique, à travers les espèces ou d'une génération à l'autre, je n'ose pas aller jusque-là. Mais en tout cas, pour un être vivant donné, je suis tellement séduit par l'idée qu'il doit bien y avoir quelque chose qui nous fait passer dans notre sensibilité ces images structurées et ces constructions symboliques. Mais sur le plan neurobiologique, je ne sais pas ce que c'est. Et on ne sait jamais je ne sais pas si je connaîtrai la réponse à ça, d'où qu'elle vienne. Mais en tout cas, ça me paraît essentiel
dans la réflexion sur la transmission neurale et sur les perspectives. Et enfin, j'aborderai 2 points, mais brièvement, sur cette transmission neurale dont nous venons de voir les modes opérationnels. Et puis, il y a toute la question du cognitivisme, de la neurobiologie, de la psychodynamique. De quoi s'agit-il? Nous avons eu une époque, il y a 30 ans, disons, mais encore jusqu'il y a 20 ans, même 15 ans, où beaucoup de gens pensaient que l'autisme était une maladie que j'appellerais psychodynamique, pour utiliser un terme qui couvre la psychanalyse et autre chose. Mais enfin bon, et que ce n'était pas une maladie biologique. Bon, actuellement, je pense qu'il y a extrêmement peu de gens dans le monde qui pensent encore ça. Nous connaissons maintenant des découvertes génétiques. Tout le temps, il y en a. Toutes les semaines. Je vous mets quand même en garde. Là aussi, ne croyez pas n'importe quoi. La majorité des découvertes génétiques qu'on nous raconte, ça a été démontré dans un seul cas. Encore faut-il que ce soit confirmé pour en être sûr. Et ça s'applique à 1 ou à 10% de toutes les maladies similaires. Combien de fois on nous a amené, soi-disant, la découverte du gène de l'autisme? Finalement, il y a 32 gènes qui ont été évoqués dans l'autisme, sur au moins 8 chromosomes différents. Tout ça, ça n'est sans doute pas des fumistes, ce sont probablement des conséquences indirectes, mais ça n'a aucune relation avec le cœur du problème. Et tout le reste, c'est blablabla. Donc, je suis certain qu'il y a des éléments génétiques dans l'autisme, ou dans certaines formes d'autisme, mais il faut quand même prendre du recul. Donc, si vous voulez, il y a pour moi un balancier qui est mieux exprimé par le terme anglais nature, nurture, en anglais, parce que c'est pas uniquement épigénétique, nurture. C'est la nature et ce qui est acquis. Et ça, c'est un balancier qui, à mon avis, existe depuis les origines du monde et depuis les origines des pensées métaphysiques. C'est le tout biologique ou neurobiologique, puis on va au tout psychodynamique, et puis maintenant, on va trop loin. Moi qui suis neuropédiatre et neurobiologiste, je trouve que mes collègues, peut-être moi-même parfois, nous allons trop loin dans ce balancier, de refuser des hypothèses psychodynamiques pour toute une série de choses. Je trouve que c'est une grave erreur. Mais que les psychanalystes soient allés infiniment trop loin à un moment donné, je n'en doute pas non plus une seconde. Même si je suis bon copain des psychanalystes, ils m'invitent tout le temps pour faire des conférences de neurobiologie, donc je ne suis pas suspect. Mais je dirais que c'est un balancier qui régulièrement va trop loin dans un sens, trop loin dans l'autre. En second lieu, il y a il y a des choses maintenant, par exemple les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui est un mode de jargon neuropsychologique très utilisé maintenant, la méthode, etc. Enfin, je ne vais pas faire une conférence de neuropsychologie aujourd'hui, mais les fonctions exécutives dans la pensée, dans la neuropsychologie. Martha Denkla de Hopkins a bien montré que toute une série d'éléments de la sensibilité, de l'affectivité, peuvent influer biologiquement sur le contrôle, certains contrôles de fonctions exécutives. Donc, je pense que ça, c'est parmi les pistes qui s'ouvrent. Il y en a beaucoup d'autres. Je préfère vous faire un panorama aujourd'hui sur le plan des principaux éléments de la pensée, mais ça mériterait d'être en soi beaucoup plus discuté. Enfin, je ne peux pas assez insister sur la nécessité d'une humilité scientifique de part et d'autre. Beaucoup de généticiens actuellement, mais j'adore les généticiens. Dans mon propre laboratoire, dans mon propre service, on n'arrête pas de faire de la génétique. C'est évident, c'est un outil sensationnel. Mais il y en a qui sont des terroristes de la pensée, qui veulent vous faire passer pour du tout génétique, c'est de la foutaise. Donc ce n'est pas, il faut une grande humilité. Et enfin, je voudrais dire, ce sera d'ailleurs la fin de mon exposé, quelques mots sur stratégie, éthique, santé publique et transmission. Premièrement, il y a l'éthique périnatale. Alors l'éthique périnatale, puisque vous allez sinon faire vivre des êtres humains en nombre considérable qui n'ont pas de possibilité de vie sociale indépendante, qui vont être malheureux et rendre leur famille malheureuse. Eux-mêmes, quand ils sont gravement atteints, ils sont souvent pas malheureux d'ailleurs, mais la famille l'est tragiquement.
Mais quand ils sont moyennement atteints et qu'ils font tout le temps la différence avec les autres, ce sont des martyrs, issus de notre médecine, issus de nos hôpitaux. Il n'y a aucune espèce de doute là-dessus, actuellement. Alors, jusqu'en 1980, comme je l'ai déjà dit, il y a eu un acharnement thérapeutique sans limite. Et juste faire une objection, c'était vous faire trancher la tête. De 80 à 90, il y a eu une prise de conscience de l'acharnement thérapeutique, notamment dans les services de néonatologie et de réanimation pédiatrique en France, par exemple. De 90 à 2005, il y a ce que j'appelle le système Dehan. Michel Dehan était chef de service de néonatologie à Antoine Béclair à Clamart, brillant service de néonatologie. Et il a persuadé tous les services de réanimation pédiatrique et de néonatologie de France, pratiquement, de faire des arrêts de soins sans l'accord formel des parents, sans consentement éclairé, pour ne pas les culpabiliser. Tout le monde a fait ça. Vous en êtes sans doute conscient dans vos hôpitaux, et si vous ne l'êtes pas, c'est que vous connaissiez pas bien ce qui se passait à l'intérieur de vos services de néonatologie ou de réanimation. Bon. Quand mon ami Jean-Pierre Changeux a été nommé par Mitterrand président de la Commission nationale éthique, il m'a dit, moi, tu sais, tu me connais, je suis libre penseur, je déteste tous ces bazars-là, c'est du paternalisme médical, etc. Et je vais m'arranger pour que ce soit fini. Puis il est venu de temps en temps à Robert Debré me voir, venu visiter nos services pendant les années où président. Et au bout de tout, quand il a quitté sa fonction de président, il m'a dit, écoute, comme tu as vu, j'ai changé d'avis, je ne lève pas le petit doigt pour ça. Mieux vaut laisser faire les médecins en âme et conscience plutôt que de culpabiliser tout le monde et de faire des lois avec ça. Enfin, je résume sa pensée. C'est un homme qui a une pensée complexe, donc la phraséologie était plus compliquée, mais ça revenait à ça. Alors, il y a Leonetti qui a fait une loi en 2005 sur le consentement éclairé, une espèce d'euthanasie, disons douce, qui, je n'en doute pas, pour la médecine adulte est un grand progrès. En néonatologie, ça a abouti exactement à l'inverse. Maintenant, par exemple, les néonatologues et les réanimateurs pédiatriques de Robert Debré, ils veulent le consentement éclairé des parents. Et donc les parents, bien souvent, ne le donnent pas, le consentement éclairé. Donc on a réduit beaucoup l'arrêt de soins. Avec le système Dehan, on était arrivé en France à ce que la moitié de la mortalité en période néonatale, de l'ordre de la moitié, soit des arrêts de soins médicaux, sans culpabiliser les parents. Nous en sommes bien loin depuis la loi Leonetti. Voilà des conséquences indirectes. Maintenant, est-ce que cette situation-là, la loi Leonetti, n'est pas préférable? Ça, vous savez, donc, est-ce qu'elle n'est pas préférable? Peut-être qu'elle est préférable. Peut-être qu'il vaut mieux, pendant un certain nombre d'années, augmenter le nombre de handicapés graves et ne pas traiter la population de manière paternaliste ou maternaliste, comme on veut l'appeler. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je vous fais aujourd'hui un exposé aussi bref, je ne peux pas aller plus loin dans le... Alors, deuxième chose, la plasticité et les stimulations. Il y a maintenant des preuves définitives que, par exemple, si vous stimulez un ancien prématuré par un programme de stimulation, vous augmentez son quotient intellectuel. Quotient intellectuel, c'était qu'un petit point, hein. Il y a beaucoup d'autres choses plus importantes encore. Mais enfin, vous augmentez objectivement de 13 points. Vous prenez un enfant dans l'étude de Michel Dwim, publiée dans PNAS, donc un enfant adopté vers l'âge de 4 à 6 ans, à 13 ans, qui avait un quotient avec des quotients moyens de 77, c'est une énorme série, vous le retrouvez, il est adopté par des parents de niveau socioculturel, disons, moyen, vous le retrouvez à un quotient de 85 en environnement socio-économique modeste, et s'il est adopté par une famille à beaucoup de privilèges socio-économiques, vous le retrouvez à 98. Donc, il y a très peu d'études qui démontrent rigoureusement ça, mais les études qui existent le démontrent. Donc, il y a un devoir éthique absolu de faire une stimulation précoce et de mettre en place des soins qui, je m'empresse de vous dire, peut-être qu'il y a dans certains de vos hôpitaux, mais par exemple dans la région servie par l'hôpital Robert Debré où je travaille, je peux vous dire que ça n'est pas fait du tout, que c'est une vraie catastrophe, la situation à laquelle on a à faire face. Donc il y a une urgence dans ce sens-là. Enfin, je voudrais
vous conseiller un livre, c'est mon ancien patron, Christian Deduve, avec lequel j'ai fait mon PhD, ma thèse de science à l'époque, l'homme qui a découvert les lysosomes et les peroxysomes, d'ailleurs, 2 particules cellulaires, et qui vient de publier chez Odile Jacob un livre qui est vraiment, qui est vraiment une réflexion sur la transmission qu'il a intitulé « Génétique du péché originel ou du poids du passé sur l'avenir de la vie », que je vous recommande chaleureusement, qui est parfaitement lisible. C'est pas un livre pour des spécialistes, un livre pour... Après, sur les conclusions métaphysiques ou philosophiques que vous pouvez en faire, moi je trouve personnellement que son livre est totalement neutre. Vous pouvez aussi bien l'utiliser dans un sens philosophique que dans un sens autre que philosophique. Il n'a pas essayé de plaire. C'est un homme qui dit qu'il est à la fin de sa vie. Il a 91 ans. Il vient de publier un livre révolutionnaire. Et il dit, je n'en écrirai sans doute plus d'autres après. Donc, par exemple, il a des paroles, un malthusianisme très important. Mais c'est un livre donc, qui est neutre sur le plan philosophique, à mon avis, mais qui est sur le plan de la pensée et de nos réflexions sur la transmission est tout à fait essentiel. Et alors, je terminerai, puisque notre président souhaite qu'on résume la prospective. Alors, la prospective, ce que j'ai essayé de vous transmettre, que d'abord nous avons maintenant des clés méthodologiques et conceptuelles pour comprendre la phylogénèse et l'ontogénèse de la transmission. Donc, l'évolution des espèces, et au sein d'un être humain, normal ou malade. Pour moi, d'ailleurs, le terme normal n'a pas beaucoup de sens, parce que tout est normal. Après, si c'est dans la nature, c'est normal. Mais enfin, je suis d'accord, c'est un terme commode pour le différencier de maladies sur lesquelles nous pouvons intervenir. Donc, nous avons des clés méthodologiques et conceptuelles. Elles sont encore, vous imaginez, 1200 billions de synapses. Vous imaginez que nous ne sommes pas loin, mais nous avons quand même, d'abord, nous sommes devenus conscients de notre condition et de notre espèce, ce que n'avaient pas les espèces précédentes. Et là, on a des outils pour aller plus loin. En second lieu, contrairement à ce qui est souvent dit, notre médecine actuelle n'est pas du tout eugénique. Bien sûr, nous évitons la naissance de quelques spina bifida, de quelques méningomyélocèles, de quelques trisomies 21, etc. Mais par rapport au poids quantitatif de ce que nous provoquons comme handicap, nous sommes une médecine qui provoque des handicaps et qui n'est pas réellement eugénique. Elle est eugénique pour certains cas, bien sûr. Mais il ne faut pas se faire trop de complexe, je veux dire. Moi, je suis pas à l'origine des malheurs de l'espèce humaine quand elle en a, donc je ne vois pas pourquoi je me culpabiliserais encore en plus. Après, c'est déjà assez pénible de devoir, pendant toute votre vie, voir tout ce que nous voyons chez nos sœurs et nos frères, les êtres humains, de voir une vie neuropédiatre, c'est quelque chose, je peux vous assurer, qu'on n'est pas encore obligé de se culpabiliser après et de dire mea culpa, nous faisons maintenant de l'eugénisme. Moi, ceux qui disent ça, je les envoie au diable. C'est tout. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'histoire. Nous provoquons encore, par des mesures de santé publique inadéquates, plus de handicaps que nous n'en évitons par les méthodes génétiques. Ensuite, là je dirais particulièrement en France, la prise en charge des handicaps est scandaleusement insuffisante. La manière dont la France traite les handicapés, enfants, adolescents graves, est scandaleuse. Scandaleuse, et c'est sans réserve que je vous dis ça. Et la loi, après le dernier septennat Chirac qui a été adopté avec la MDPH et tout le bazar, c'est à la marge, ça a ajouté 10% de quelque chose, ça a donné un guichet unique, mais le guichet unique, il a compliqué les affaires avec des listes d'attente terribles. Et en second lieu, maintenant, si au guichet unique, on refuse quelqu'un pour un handicap, il n'y a plus moyen de faire autrement. Alors qu'avant, il y avait encore moyen d'aller à toutes sortes de portes. Maintenant, cette centralisation a, à mon avis, plutôt empiré les choses. Donc, c'est terrible. Alors, pourquoi est-ce que ça ne donne pas une révolution? C'est parce que les femmes, et là, je voudrais, moi, stimuler les mouvements féministes à réagir. Peut-être elles seules peuvent le faire, et en dehors de ça, des plaintes contre l'État. Deux même là ont déposé plainte, ils ont eu chacun 2 millions d'euros de dommages et intérêts en Cour européenne de justice. Quand l'État aura eu ça une centaine de fois, il changera probablement son avis. Les budgets n'existent pas
pour prendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mères de famille à qui on met des AVS en grand nombre, encore une création de cette dernière loi, qui est une foutaise infâme pour des polyhandicapés. Pour un enfant avec un léger handicap, l'AVS qui va se mettre au dernier rang dans la classe à côté de l'enfant et qui l'aide à rester plus tranquille un peu, d'accord. Ça permet de... Mais dans la majorité des cas, c'est pas vrai. Dans la majorité des cas, ce sont des handicapés profonds pour lesquels il n'y a pas de centre adéquat, il n'y a pas de structure. Et donc, on leur colle une AVS et on les accepte 2 fois 2 heures par semaine dans des écoles normales. Et après, qu'est-ce qu'elle fait, l'inspection d'académie? Et nous avons réadapté un enfant gravement handicapé dans l'enseignement normal. C'est un comble. Et j'espère que dans vos positions de pouvoir, quand même considérables, que vous agirez contre ça. Parce que moi, depuis 15 ans que je suis témoin de ça à Paris, et que, en gros, je suis à peu près une fois par an au moins convoqué par un ministre délégué ou un secrétaire d'État ou je ne sais pas, ou handicapé avec d'autres dans le cadre de mes fonctions, je peux vous assurer que rien n'a changé. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas général dans tous les pays développés. Que, je pense que moi, j'ai en tout cas l'espoir que si je fais un infarctus du myocarde en rue à Paris, j'espère ne pas le faire d'ailleurs, c'est probablement un des meilleurs endroits au monde pour se faire déboucher son vaisseau avant qu'il ne soit trop tard. Mais si vous êtes un couple qui avait un enfant avec un handicap grave, c'est un des plus mauvais endroits dans le monde développé. Et ça, dites-le à vos supérieurs, dites-le à vos pouvoirs de tutelle. Ne continuez pas à accepter ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est épongé? C'est très simple, pourquoi c'est épongé? Parce que la mère, généralement, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait exciter les féministes là-dessus. Parce que sur le fait qu'elle doit devenir chef d'entreprise, on est tous d'accord, mais ça, c'est une cause potentiellement acquise à cause de vous battre. Mais sur ce point-là, non. Les mères ont ça, elles se mettent en travail à temps partiel, où elles ne demandent plus de promotion, où elles ne progressent plus dans leur activité professionnelle. Souvent, elles abandonnent et elles passent leur journée à conduire l'enfant de l'orthophoniste au kinésithérapeute, au psychomotricien, au CESAT, au CEPAT, tout ce que vous voulez. Et elles se retirent d'une vie professionnelle active. Donc, ça, à mes yeux, ça devrait être une des grandes causes féministes pour nous sortir de cette affaire. Donc, le point suivant, c'est une façon plus polie de dire ce que je viens de vous dire, que je ne dirai pas dans un grand public non averti, c'est que la politique actuelle de santé publique ne respecte pas une nécessité élémentaire. Je vous rappelle aussi que même si moi je bénéficie beaucoup des opérations Téléthon et tout le bazar, j'en suis heureux pour mon laboratoire, tout ce qu'on veut. Enfin, qu'est-ce qu'on a guéri comme enfant avec tout ça? Qu'est-ce qu'on a aidé aux handicapés avec tout ça? Il y a une politique de santé publique. Il faut tout ça, mais il faut mettre des proportions. Et enfin, et ça, Christine sait que c'est une de mes marottes actuellement, je pense qu'il y a un nouveau champ de coopération entre directeurs d'hôpitaux et médecins qui est la veille médicale, scientifique et technologique, de voir les choses nouvelles et de nous réunir souvent, de façon assez approfondie, pour essayer de voir les choses nouvelles qui arrivent partout dans le monde et dont nous pouvons équiper. Évidemment, à la 608 Paris, on a le CEDIT, dont d'ailleurs j'ai le plaisir d'être membre, mais le CEDIT ne fait que d'analyser des choses complètement gigantesques comme innovation, ne voit pas les innovations quotidiennes directement issues pour la clinique et la recherche. Et donc je voudrais vous sensibiliser aux efforts, je crois que Christine, d'autres et moi, nous voudrions faire sur la veille, par exemple, pour les hôpitaux pédiatriques, d'avoir les informations de ce qui va se développer dans les années qui viennent et de voir ça d'une façon. Et je voudrais, pour terminer, en vous remerciant encore de m'avoir invité aujourd'hui, dire que je veux aussi remercier tout particulièrement le professeur Serge Dida qui a accepté de venir aujourd'hui, rien que pour une journée, parce que nous pensions que c'était l'orateur idéal pour la deuxième partie de la matinée. Il a en plus eu des difficultés de train, etc., à cause des problèmes de retard actuellement. Et donc, je voudrais le remercier particulièrement chaleureusement. C'est un des principaux leaders français en la matière et il a accepté de faire un aller-retour pour nous et je l'en remercie chaleureusement. Et enfin, dernier mot pour vous dire que depuis une quinzaine d'années que je suis à l'hôpital Robert Debré à Paris, combien j'ai aimé la complicité constante que j'ai eue avec tous les directeurs successifs. Le plus souvent d'ailleurs
J'ai eu Anne-Marie de Saxé, puis Marie-Christine Grenouillot, puis Jacques Léglise, puis Christine. Et pour vous dire que j'ai eu graduellement, quasiment toujours, des relations amicales qui sont développées parce que j'ai toujours trouvé que nous étions le couple directeur, chef de service, mais ça peut être chef de pôle, tout ce qu'on veut, était un partenariat vraiment exceptionnel et complémentaire. Et donc, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce motif-là aussi.